Ouais. Donc, introduction à la journée d'études paradigmatiques des corps en mouvement. Je tiens à préciser que cette thèse, elle a 10 ans et qu'en étant dit depuis que je suis directeur, je n'ai pas retravaillé. Donc, je m'y suis remis hier soir. Voilà. Donc, peut-être pour démarrer cette journée, quelques questions introductives. Donc, il s'agit aujourd'hui de questionner de manière critique l'épistémologie dominante du corps établie dans le champ des STAPS et tous les centrismes qui l'accompagnent. Et du coup, une première question m'est venue. Encore faudrait-il alors être sûr de ne pas parler d'un point de vue critico-centré qui, lui, serait le marqueur, selon lui-même non ethnocentré, non occidentalement centré, qui ferait du décentrement en lui seul une position légitime non questionnée. Et du coup, pourrait laisser de côté d'autres corps, et le corps du champion en particulier, qui a bien souvent déjà intégré les pratiques dont vous allez parler, et qui pourrait éviter d'interroger le modèle dominant, et qui pourrait laisser de côté un sujet qui est celui de la technique et des techniques, et de la techné de manière générale. Donc une première réflexion que je vous soumets, donc saisir aussi, deuxième sujet, la pluralité épistémologique autour du corps, et donc comment partir des pratiques et des vécus. Il s'agit donc d'interroger les philosophies de l'ailleurs, d'interroger les différentes pratiques correspondantes en tant que sagesse, à partir d'autres références paradigmatiques pour poser le corps. Ce qui pour moi pose plusieurs interrogations. La première interrogation, c'est comment partir de ces pratiques et des vécus eux-mêmes, de l'expérientiel dans leur rapport au monde, dans la construction du monde, dans lequel il est immergé. Comment partir de ce qui construit le monde et ce qui construit le corps à travers ce vécu et cet agir. Et c'est un peu une aporie à laquelle on est soumis, puisqu'on va parler et on ne va pas faire ni agir. Finalement, quelle est cette connaissance qui se développe et qui émerge de ces pratiques? Et s'agit-il encore de parler de connaissance du corps, sans avoir tenté de le circonscrire, si ce n'est en plein, au moins en creux? C'est-à-dire, est-il possible de définir le corps en plein, et n'est-elle pas plutôt quelque chose qu'on approche par circonvolution successive? Et donc, ne s'agit-il pas de compléter la technique par la théoria, bien sûr, mais sans doute aussi par la praxis? Finalement, la seule question qui est peut-être derrière cette journée n'est-elle pas celle de la connaissance corporelle de tous les pratiquants, d'où pourrait émerger un modèle paradigmatique du corps du pratiquant, du sportif, du corps en STAPS, et plus largement de cette connaissance en action qu'il reste à préciser, ou tout le moins dont il reste à préciser comment la connaître. In fine, est-ce vraiment la question du corps qu'il faut se poser, et n'est-ce pas celle plutôt de la connaissance en tant que construction du monde, de pouvoir d'agir, de pouvoir de cette construction de soi, le tout concomitamment? Ne s'agit-il pas de chercher encore une fois en creux dans ce qui se fait, se dit, se vit, se perçoit, se ressent, mais aussi, après coup, s'explique et se conceptualise, donc ce qui fait monde comme un agir, ce qui fait connaissance et permet de construire une intelligence motrice. Bien sûr, interroger la pluralité des pratiques et des vécus à partir d'un autre centre, interroger la pluralité épistémologique du corps ou des corps est bien une entrée de biais nécessaire, mais est-elle suffisante pour produire ce changement de centre et ou de regard? Et n'y a-t-il pas nécessité de produire un cadre organisateur d'une épistémologie du corps en STAPS et une méthode dont le projet serait de construire une connaissance de la connaissance qui intègre l'agir agissant et prenne au mot la proposition d'Edgar Morin d'une praxis et d'une métapraxie permettant justement d'élaborer en marchant et en faisant cette épistémologie de la connaissance. Vous aurez donc compris quel est mon projet et quels sont mes choix, que je me propose de vous résumer en quelques lignes. Et je vous propose de le refaire en partant de quelques mots-clés du titre, puisque j'ai une situation qui est relativement facile, je n'ai pas participé à l'élaboration de cette journée, et j'ai été amené à découvrir la problématique en préparant mon intervention. Donc le premier mot que je retiens, c'est le mot paradigme au pluriel, et une question tout de suite, comment en sortir? C'est-à-dire que nous ne situerons pas seulement sur le modèle kuhnien de la connaissance, de l'épistémologie de la connaissance, qui est finalement une approche
est relativement scientifique et scientifico-centré, si je puis me permettre. Et nous proposons de retenir la notion d'arc et paradigme souterrain d'Edgar Morin pour élargir la question de la connaissance, avec les caractéristiques que vous connaissez, que je ne vais pas détailler ici, que je vous laisse découvrir, puisqu'en fait cela résume les propositions de ce paradigme souterrain. Et du coup, d'interroger à partir de ce paradigme souterrain le paradigme dualiste d'Occident. Donc voilà, je vous laisse le lire. En général, il n'est pas forcément utile de tout relire, mais vous voyez qu'il a quand même une dimension puissante qui du coup interdit quelque part de pouvoir interroger ce paradigme d'intérieur. Et c'est peut-être aussi la raison de cette journée. Donc le paradigme dualiste de l'Occident, les oppositions, vous les connaissez. Opposition qui paraît très difficile de dépasser et qui paraît très difficile, il paraît très difficile de s'en sortir. Donc je vous les présente au fur et à mesure, avec le dernier entre existence et essence, puisqu'en fait c'est la base de la réflexion philosophique occidentale. Et donc la question que je pose, c'est pour s'en sortir de ce paradigme et pouvoir questionner finalement la question de la connaissance, il me semble qu'il y a 4 chemins possibles. 4 chemins possibles. Alors, les termes choisis intérieur et extérieur, c'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu me placer par rapport à une culture et par rapport à la question est-ce que je suis à l'intérieur de quelque chose en mouvement ou est-ce que je suis extérieur. Donc le premier chemin pour moi, il est intérieur-intérieur, c'est-à-dire qu'il s'agit de partir de ce qui se produit dans l'Occident et des évolutions de la science, et des évolutions des paradigmes scientifiques, pour essayer de voir, en les croisant avec les évolutions philosophiques et en particulier en les croisant avec les évolutions phénoménologiques, pour voir qu'est-ce qui remet en question ce paradigme occidental à l'heure actuelle dans les évolutions scientifiques et dans les évolutions de la pensée philosophique et notamment de la phénoménologie, qui s'est toujours quelque part relativement appuyé sur les productions scientifiques et le paradigme de son époque. Le deuxième chemin, et je parle bien de chemin, c'est par hasard si j'ai choisi la notion de chemin, parce que derrière la notion de dynamique et le chemin qui se construit en marchant, la deuxième entrée est extérieur-extérieur. Ça veut dire quoi extérieur-extérieur? Eh bien, pour reprendre Marchez, l'inimaginable théorique ne peut pas même être envisagé à partir d'un point de vue qui est justement celui où se situe cet inimaginable. Il n'est pas possible, à partir de l'existant, de le réfuter pour faire une nouvelle démonstration, comme le veut la tradition occidentale. Il ne peut pas même être déconstruit à la matière de Heidegger ou de Derrida. Il n'est qu'une solution, c'est de contourner notre tradition, soit en remontant à ses origines, soit en investissant les marges, en se plaçant en hétérotopie, pour reprendre Foucault. Donc le chemin des philosophies orientales, de la pensée chinoise, des modes de connaissance et d'action correspondants, m'ont semblé appropriés par rapport à ce chemin extérieur-extérieur. Le troisième chemin est intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il s'agit d'aller chercher à l'intérieur de notre culture occidentale ce qui en investit les marges et du coup construit un rapport extérieur à cette culture en la remettant en question. Et ici, on va retrouver effectivement un certain nombre de pratiques que vous envisagez de travailler aujourd'hui. Et le dernier, qui n'est pas exploré, c'est extérieur-intérieur. Ça veut dire quoi, extérieur-intérieur? Eh bien, ça veut dire, derrière cette question de l'extérieur-intérieur, c'est la question de la transformation de la connaissance et de la construction de la connaissance et des sujets apprenants, et comment, à partir de constructions pratiques et praxiques, on va construire de la connaissance en allant chercher à l'extérieur d'autres manières d'apprendre. Et du coup, revenir à l'intérieur de notre culture pour l'interroger et la transformer. Pour s'en sortir, une boucle de récursivité à mettre en œuvre et à dépasser, vous la connaissez, hein, c'est un schéma issu d'Edgar Morin, la boucle qui justement part de la praxis pour interroger la techné et pour construire la théorie, et dans une boucle de récursivité va revenir à interroger la praxis. Et cette boucle et cette interrogation, la flèche, je l'ai mis dans les deux sens, et j'aurais pu mettre praxis et techné dans les deux sens, ainsi que théoria et techné dans la démonstration, mais avec une difficulté, c'est si la connaissance théoria donne lieu à des très amples développements à travers les sciences modernes et la philosophie, elle donne lieu à une forme de connaissance en extériorité,
Si la connaissance technée se développe, notamment à travers les sciences technologiques et les sciences de la décision, et donne lieu à une forme de connaissance en extériorité-intériorité, c'est-à-dire à la fois je regarde de l'extérieur et j'essaye de me placer du point de vue intérieur du pratiquant, la connaissance praxique en tant que connaissance par corps et en action, de transformation des processus de la connaissance, des processus de l'action, en tant que connaissance incorporée, incarnée, que connaissance en intériorité, me semble relativement oubliée. Donc 4 chemins et une boucle de récursivité qui suppose de revenir sur le titre. Des corps et la connaissance du corps entreprise par ces 4 chemins. Donc quelques questions qui me sont venues et qui bien sûr sont classiques. Le corps comme objet, bien sûr, parce que c'est souvent comme ça qu'on a tendance à le considérer, et on considère forcément comme cela à partir du moment où on a l'extériorité, mais aussi comme vécu, comme expérience, comme une chair avec toute la dimension d'incarnation qui va avec, mais aussi comme une tentation du sujet. Donc le corps dans lequel s'incarne la connaissance, mais aussi le corps par lequel se manifeste la connaissance, dans lequel s'incarne le monde. Mais aussi le corps comme désir de soi et d'exister, c'est-à-dire on ne peut pas traiter cette question de la connaissance sans traiter la question du désir de soi et d'existence, comme signifiant de soi, comme peut-être une inatteignable étoile. Donc le corps finalement comme un terme pratique, permettant de se poser en extériorité, de construire une connaissance sûre, qui sera toujours cette connaissance en deçà et au-delà de cette connaissance, qui permettra d'approcher par circonvolutions successives ce qui ne l'est pas. Mais aussi d'approcher à la fois l'outil, notre corps c'est quand même l'outil, le récipiendaire, le producteur et le sujet de la connaissance, alors même que cette connaissance à l'heure actuelle est distribuée, située, qu'elle se situe de plus en plus quelque part, peut-être bien, en dehors du sujet qu'il connaît. Deuxième approche par rapport à ce corps, le corps comme émergence, comme processus constructeur de lui-même, du monde, celui des sciences de la complexité, de la naturalisation de la phénoménologie. Le corps et ses propriétés énactées avec le monde, le corps et ses différents niveaux de réalité, pour reprendre un certain nombre de philosophes comme Popescu. Le corps comme processus infini, indéfini, comme une extension au corps de l'univers, et on voit qu'on passe à ce moment-là sur un nouveau modèle du corps, cette fois-ci, que je vous ai résumé peut-être derrière cette approche du corps, que je vais vous résumer sur la présentation du corps dans la philosophie chinoise, le corps comme processus, comme une analogie du monde, le corps comme une onde et un système de processus du monde qu'on retrouve dans les pensées traditionnelles. Alors je vous ai fait les 2 petits schémas. Vous avez la représentation de l'univers à gauche, la représentation du corps à droite, avec des correspondances systématiques entre les deux qui permettent de penser de manière différente et de vivre. Je crois que c'est ça aussi, parce qu'en fait, ça entraîne une transformation du vécu et ça entraîne une transformation de la conception de la situation qui du coup, non seulement on n'a plus un corps face à un environnement, mais on a un corps environnement et on a le monde comme une situation matrice d'une dynamique et d'une transformation. C'est-à-dire on a une conception de la situation qui se construit et on n'a plus les processus qui sont dans le corps, mais des processus qui sont dans l'interaction corps-environnement, pour reprendre une pensée occidentale, mais cette manière de le dire ne traduit pas non plus ce changement fondamental. Donc je ne commande pas, vous verrez que, vous voyez qu'ici on a la notion de ciel, de terre, et puis d'humain entre les deux, qui est en rapport avec les points cardinaux, qui est en rapport avec les éléments, qui est en rapport avec l'énergétique, et un schéma à droite qui résume ce processus de l'humain, puisqu'on a le rapport au ciel en haut, le rapport à la terre en bas, et le rapport à l'écosystème au milieu, le tout faisant processus, avec une remarque, il faut compléter le schéma, qui est un schéma statique par le schéma du yin et du yang, et il faut le compléter en le faisant passer sur l'horizontale, de manière à voir comment ces différents niveaux, ils interagissent entre eux, et ils se bouclent sur eux-mêmes, faisant que le tout est dans le 1 et le 1 est dans le tout. Voilà. Donc, par rapport, je continue l'interrogation par rapport au sujet, puisque c'est les corps en mouvement. Du coup, je suis... hop, voilà. Alors, la question par rapport à les corps en mouvement,
Est-ce un jeu de mots renvoyant à la transformation et au mouvement qui est dans ce titre, donc au mouvement de renouvellement paradigmatique qu'entraînent ces corps, on va questionner, ou s'agit-il de recentrer le propos sur le mouvement, nous ramenant alors à la question de l'intelligence motrice en action, qui finalement va reposer, on est bien obligé de l'aborder, la question de l'efficacité, et comme Alain il a, y compris de la performance et des facteurs de la performance, car peut-il y avoir une action motrice pour elle-même, sans recherche d'un mieux ou d'un plus, quand bien même le mieux serait un mieux vivre, ou le plus un plus de plaisir? En fait, est-il possible d'échapper aux questions axiologiques et à la norme, ou à son inverse, l'antinorme? Donc il me plaît de réduire le focus et de m'intéresser non pas au mouvement, mais aux processus qui le produisent, à l'action motrice, et excusez-moi, une petite référence à un clin d'œil à Parneva, et à ses manifestations, la conduite motrice, et du coup de me centrer sur l'activité interactive du corps avec l'environnement, et plus largement au corps-environnement comme un monde matrice de la connaissance, de m'interroger sur les processus de l'apparaître au monde, et en monde de la conduite motrice, ce qui s'apparente à une praxis. Tiens, excusez-moi, pourquoi ça n'apparaît pas? Ah ben j'ai tout dessus, j'ai pas fait l'animation, excusez-moi. Ce qui s'apparente à une praxis, c'est-à-dire une activité interne productrice d'un apparaissant qu'on appelle connaissance, puisque finalement la connaissance, c'est peut-être finalement qu'un apparaissant, à une métapraxie comme activité situationnelle, comme processus situationnel, construisant dans le même temps le sujet comme s'apparaissant à lui-même et son environnement, c'est-à-dire un monde comme matrice de la connaissance qui le construit, le transforme, émerge en même temps que ce monde dans une boucle spiralaire sans fin. Construire une connaissance de la connaissance métapraxique implique de définir, pour moi, les fonctions phénoménologiques de la connaissance comme des processus de résolution des problèmes d'adaptation à un monde que ces fonctions construisent, tout en se construisant, alors même que le monde les transforme. Puis sans fin et vertigineux. Il s'agit d'une dynamique sans fin dont la seule certitude serait justement cette modélisation dynamique phénoménologique des fonctions de la connaissance en perpétuelle évolution avec le monde dans lequel elle vit. Donc cette journée se situe pour moi dans ce projet, par le chemin en extériorité qu'elle propose et par sa tentative de chemin en intériorité. Chemin qui ne peut aller au bout du renouvellement paradigmatique en demeurant sur un mode de connaissance en extériorité, à la troisième personne. Même s'il tente de parler à la première personne qui n'est jamais que l'introduction d'une intériorité forcément partielle et subjective. En effet, la parole ne peut atteindre les interlocuteurs qu'en résonance avec un même vécu, qu'à travers la structure et les caractéristiques des fonctions phénoménologiques qui construisent la connaissance, et donc la résonance en chacun de l'expérience de l'autre. Donc la rationalité logique ne me semble pas forcément l'entrée principale. Donc elle est donc pour moi cette journée une situation matrice de connaissance et un processus dans la spirale de transformation des fonctions phénoménologiques de la connaissance. Elle doit participer à ça. Mais elle est une situation théoria qui ne jouera sans doute que sur les tâches supérieures du corps, sur la dimension cognitive du ciel de l'univers, sur la noosphère, pour reprendre les propos d'Edgar Morin, sur la fonction d'intelligibilité, qui est une de mes fonctions de la connaissance, dans ses sous-fonctions logiques et analogiques, en oubliant la dimension intuitive. Mais elle n'agira pas sur la fonction spirituelle, qui est une des fonctions que j'ai définies, ni sur les étages médians et inférieurs avec leurs fonctions propres, les étages médians et inférieurs pour repenser la logique et reprendre la logique du corps chinois, mais qui est aussi la logique hiérarchique de la motricité, la logique hiérarchique de l'affectivité des sciences cognitives. Donc il restera pour moi à inventer des journées d'études praxiques et métapraxiques qui ne soient pas que sur les dimensions que je viens de citer. Et je voudrais en conclusion me replacer cette fois-ci du point de vue du directeur pour souhaiter que cette question que nous abordons aujourd'hui devienne une question centrale dans les axes de recherche de l'UFR. En attendant, je ne peux que vous souhaiter bon travail et bon échange d'expérience et vous dire merci pour avoir organisé cette journée réunie.